Merci à tous d'être venus ce soir. Monsieur Colonna va nous parler de la géométrie fractale. Je vous propose de garder vos questions pour la fin de la conférence et d'utiliser le question et réponse ou de les poser dans le chat et Monsieur Colonna y répondra à la fin. Je vous souhaite à tous une excellente conférence et je vous laisse la parole, Monsieur Colonna. Bien, je vous remercie. Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de suivre les conférences que j'ai pu faire au cours des mois passés pendant les différents confinements. Si c'est le cas, en fait, vous allez entendre ce soir peut-être des choses que vous avez déjà entendues, mais c'est pas grave, j'espère, parce que j'y ai introduit quelques nouveautés. Permettez-moi juste en 2 mots de me présenter. Donc, je m'appelle Jean-François Colonna. Vous avez ici l'adresse de mon site internet. Je vais d'ailleurs vous montrer à quoi je ressemble, que ce soit pas complètement anonyme. Cette photo, bon, elle est un peu ancienne parce que vous voyez, elle a été prise en 1994. Elle est quand même intéressante parce que, non pas par moi, mais par ce qui est derrière, parce que c'est un peu le sujet de l'exposé de ce soir, la géométrie fractale. Donc, je reviens un petit peu en arrière. Donc, notez bien, si vous le voulez, l'adresse de mon site, parce que tout ce que je vais vous raconter, eh bien, vous pourrez le retrouver, puis beaucoup d'autres choses ultérieurement. Donc, nous allons ce soir parler de la géométrie fractale. Alors, pourquoi est-ce qu'on se réunit ce soir pour parler de géométrie fractale en particulier et de mathématiques en général? Eh bien, tout simplement parce que la semaine du 15 au 10, je ne sais plus combien, enfin 19 mars, c'est la semaine des mathématiques. Alors, on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on fait une semaine des mathématiques. Ben écoutez, il y a une raison. Je ne sais pas si vous avez vu ou entendu parler des derniers résultats d'expertise qui ont été publiés concernant nos élèves de cours moyen et de quatrième. Mais au niveau des mathématiques et des sciences, eh bien, nous sommes parmi vraiment les plus mauvais et la situation ne fait que s'aggraver. Or, les mathématiques, comme j'espère vous le savez, elles sont absolument partout dans la vie courante. Sans les mathématiques, eh bien, par exemple, les téléphones portables et les GPS n'existeraient pas. Parce qu'au cœur de la téléphonie mobile, au cœur du GPS, au cœur de l'image numérique, eh bien, il y a des mathématiques qui sont très compliquées. Mais ces mathématiques, on les retrouve aussi dans les ordinateurs, par exemple. Pourquoi? Tout simplement parce que dans les ordinateurs tournent des programmes qui sont en général la traduction informatique de processus mathématiques, mais que pour fabriquer des ordinateurs, on a besoin de fabriquer des composants, ce qu'on appelle des circuits intégrés, donc des processeurs et des mémoires, et que ces processeurs et ces mémoires n'ont plus être conçus que parce qu'au début du XXe siècle, vous aviez des physiciens qui s'intéressaient à la structure de la matière. C'est à eux qu'on doit ce que l'on appelle la mécanique quantique, qui est une théorie physique extrêmement compliquée qui s'intéresse aux petites échelles. Et c'est grâce à cette mécanique quantique, au processus physique qu'elle a mis en évidence grâce aux mathématiques, eh bien qu'on a pu concevoir par exemple le transistor, qui est le cœur des circuits intégrés qui servent pour les processeurs et pour les mémoires. Donc, les mathématiques, elles sont absolument partout. Et si vous voulez, je ne sais pas si vous êtes tous des étudiants, des lycéens, des collégiens, mais en tout cas, je vous invite à faire des mathématiques, d'une part parce que les mathématiques sont une discipline passionnante et j'espère pouvoir vous le montrer dans les minutes qui viennent, mais aussi parce que c'est l'opportunité de pouvoir faire des études supérieures intéressantes et utiles. Et utile pourquoi? Utile pour la communauté, parce que vous pourrez développer des objets nouveaux, des concepts nouveaux, améliorer par exemple le fonctionnement des avions et des automobiles pour qu'elles soient moins bruyantes et qu'elles polluent moins, mais aussi parce que ça vous permettra de trouver du travail tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de plus en plus d'ingénieurs, de techniciens supérieurs, et que la France en manque finalement. Et donc, si vous vous orientez vers les mathématiques et vers la physique, eh bien, vous aurez des opportunités plus tard de trouver un travail, ce qui est déjà une chose importante, mais aussi et surtout de trouver un travail intéressant et passionnant. Alors maintenant, venons-en, si vous le voulez bien, au vif du sujet, c'est la géométrie fractale. Alors comme je l'ai écrit, c'est une branche récente des mathématiques. Les mathématiques, comme vous le savez évidemment, ça n'est pas une discipline récente, elle n'est pas née d'hier, ça fait à peu près 5000 ans que l'homme fait des mathématiques. On a retrouvé des traces en Mésopotamie, par exemple, sur des plaques d'argile. On a retrouvé des traces de mathématiques déjà finalement assez avancées. Et puis, ces mathématiques, eh bien, comme toute discipline scientifique, comme toute activité humaine, eh bien, elles évoluent au cours du temps.
Alors, en général, elles évoluent plutôt doucement. C'est ce qu'un peu veut évoquer cette figure, tout à fait arbitraire d'ailleurs. Donc les mathématiques, au cours du temps, elles évoluent doucement, ce que traduisent les différents paliers pratiquement horizontaux de cette courbe. Et puis de temps en temps, eh bien, vous avez une rupture, une révolution, comme ceci. Voilà. Alors, la géométrie fractale, eh bien, c'est une de ces révolutions. Alors, il y en a eu d'autres avant. Il y a eu, par exemple, au milieu du 19e siècle, la mise en évidence du fait que la géométrie euclidienne n'était pas la seule géométrie possible, qu'il y avait d'autres géométries, et d'avoir découvert ce fait, bon, par exemple ce qu'on appelle les géométries sphériques et hyperboliques, ça a permis les développements d'Albert Einstein au début du XXe siècle, et en particulier le développement monumental qui est la relativité générale, et qui a permis une nouvelle approche de la gravitation et de comprendre beaucoup mieux les grandes structures et l'évolution de l'univers. Alors, si vous voulez, donc, ces mathématiques, elles évoluent au cours du temps. De temps en temps, il y a des ruptures, mais dans tous les cas, ces mathématiques, elles ont connu, au cours des siècles, des succès considérables dans tous les domaines. Alors là, j'ai juste mis 3 images pour l'illustrer. Celle-ci qui illustre une approche plutôt algorithmique des mathématiques, une transcription dans les ordinateurs. Bon, c'est ce qu'on appelle les courbes elliptiques qui permettent de faire de la cryptographie et de cacher des messages d'une manière extrêmement fiable. Autre exemple, celui-ci, qui est celui des ondes gravitationnelles. Comme vous vous en souvenez peut-être, en septembre 2015, on a découvert expérimentalement pour la première fois des ondes gravitationnelles. Or, ces ondes gravitationnelles, elles avaient été prévues mathématiquement par Albert Einstein grâce à sa théorie de la relativité générale en 1915 et 1917. Donc, vous voyez, il a fallu 100 ans à partir de la découverte mathématique de ce phénomène pour en vérifier l'exactitude et la réalité physique. Alors, pourquoi est-ce que je donne cet exemple qui n'a rien à voir avec les fractales d'ailleurs, hein, mais tout simplement pour souligner quelque chose de très important. Si vous voulez, si vous lâchez une pierre, elle va tomber par terre, et pour voir qu'elle va tomber par terre, vous n'avez pas besoin des mathématiques. Pour voir que la Lune tourne autour de la Terre, vous n'avez pas besoin de mathématiques, il suffit de lever les yeux. Par contre, les ondes gravitationnelles sont un phénomène physique tellement infime, tellement faible, qu'il n'aurait jamais pu être observé par hasard, en quelque sorte, comme on voit la chute des pierres ou la rotation de la Lune autour de la Terre. Donc ces ondes gravitationnelles, elles sont d'une faiblesse inimaginable, et les physiciens, les armées de physiciens qui, au cours des décennies passées, ont mis en œuvre ce processus qui a permis de vérifier leur existence, ils ont accompli une performance absolument extraordinaire. Et donc, voilà un exemple exceptionnel d'une découverte qui n'aurait pas pu être faite sans les mathématiques. J'insiste beaucoup là-dessus. Troisième et dernier exemple, eh bien évidemment, c'est celui du GPS. Le GPS, en fait, c'est une synthèse de tout ce qui se fait de mieux aujourd'hui en mathématiques et en physique, finalement, parce que ça semble être trivial de savoir où on est à la surface de la Terre, mais en réalité, ça fait appel à des processus mathématiques et physiques extrêmement compliqués si l'on veut atteindre la précision à laquelle on arrive aujourd'hui. Et pour ce faire, eh bien, on a besoin des 3 piliers de la physique contemporaine, qui datent, encore une fois, du début du XXe siècle, la relativité restreinte, la relativité générale et la mécanique quantique. Donc voilà, si vous voulez, 3 très beaux exemples qui nous montrent l'importance des mathématiques et leur succès dans tous les domaines scientifiques, mais aussi industriels. Et malgré tous ces succès, eh bien, il reste des questions sans réponse. Des questions tout à fait naïves, et je vous en propose une que voici. Quelle est la forme d'un nuage? Alors évidemment, il s'agit de donner la forme, de définir cette forme au sens mathématique du terme. Je dirais par exemple que le contour de la Lune, quand elle est pleine, c'est un cercle. Bon, voilà une définition mathématique d'une forme. Eh bien, ce que je veux, c'est obtenir une définition mathématique de la forme d'un nuage. Alors, je parle des nuages, mais on pourrait parler d'autres objets naturels, et nous en verrons des exemples tout à l'heure, comme des plantes ou bien les montagnes en particulier. Alors, si vous voulez, la géométrie que l'on pratique au collège et au lycée, c'est ce qu'on appelle la géométrie euclidienne.
On vous apprend à manipuler des figures géométriques planes, par exemple comme le triangle, le carré ou d'autres polygones, le cercle bien évidemment, et puis dans l'espace, on vous parle du cube, des sphères, etc. Mais il est évident qu'un nuage, en voici un nuage, ça n'est aucun de ces objets. Là, je me suis amusé à colorier en gris un certain nombre de formes géométriques, mais il est évident que vous n'avez jamais vu, à mon avis, de nuage dans le ciel qui ait cette forme. Et malheureusement, qu'est-ce que cela veut dire, cela? Ça veut dire que les géométries classiques, donc en particulier la géométrie euclidienne que l'on apprend au collège et au lycée, eh bien, ces géométries classiques ne peuvent pas répondre à cette question. Et ce que je vais essayer de vous montrer dans les minutes qui viennent, c'est que la géométrie fractale, justement, va nous permettre de quantifier, de qualifier un certain nombre d'objets de la nature, des objets qui existent, et auxquels on ne pouvait pas donner de description mathématique jusqu'à un passé récent. Alors pour bien comprendre ce qu'est la géométrie fractale, il faut faire un petit retour en réalité dans le passé et revenir au milieu du 19e siècle. Alors au milieu du 19e siècle, bon alors on faisait déjà des mathématiques très très compliquées bien évidemment, mais on pensait que lorsqu'une courbe était continue, alors voilà une courbe continue, évidemment je ne vais pas m'amuser à vous définir la continuité parce que on peut rentrer dans des débats très difficiles, très délicats et déboucher finalement sur des concepts extrêmement difficiles à maîtriser, mais enfin on va utiliser pour ce faire aujourd'hui comme définition une courbe est continue si je peux la tracer sur une feuille de papier sans lever le crayon de la feuille de papier. Donc voilà une courbe continue. Et alors qu'est-ce qu'on croyait jusqu'au milieu du 19e siècle? Eh bien on croyait que toute courbe continue avait en chacun de ses points une tangente. Alors je vous rappelle ce que c'est qu'une tangente. Si je veux définir la tangente en ce point que je souligne avec la souris, eh bien je vais construire une famille de séquentes qui passent par ce point et donc par un autre point de la courbe, et puis je fais tendre le deuxième point vers le premier. Et la limite de ces séquentes, eh bien, ce sera la tangente. Donc, jusqu'au milieu du 19e siècle, on considérait que, alors je vais essayer de revenir en arrière, voilà, on considérait que toute courbe continue avait des tangentes en chacun de ses points. Et alors, que s'est-il passé au milieu du 19e siècle? Eh bien, un certain nombre de mathématiciens, dont vous voyez ici quelques-uns des noms, Weierstrass, Cantor, Peano, von Cor, Sierpinski, mais on aura l'occasion de revoir ces noms dans un instant, eh bien, se sont rendus compte qu'il pouvait exister des courbes qui étaient continues, mais qui n'étaient pas différenciables. Alors évidemment, je ne peux pas vous en montrer, tout simplement parce que si je vous en montrais, ça voudrait dire qu'elles ont des tangentes partout. Parce que finalement, si elles sont des tangentes, ça veut dire qu'on peut les dessiner. Le vecteur vitesse du crayon, c'est la tangente, et donc elles auraient des tangentes. Donc je ne peux pas les montrer, mais ce que l'on va pouvoir faire, c'est en montrer des approximations. Alors le fait que l'on ne puisse pas vous montrer un objet réel parce qu'il est finalement trop riche, eh bien, ça ne doit pas vous inquiéter, ça. Parce que finalement, quand on parle de la constante pi, par exemple, eh bien, on sait très bien que pi a une infinité de décimales. Aujourd'hui, on en connaît numériquement plusieurs dizaines de milliers de milliards, mais il en reste une infinité derrière. Et donc, jamais on ne verra l'intégralité des décimales de pi. Et donc, ce que l'on voit, ou ce que l'on utilise dans des calculs, ce sont les premières décimales, c'est-à-dire une approximation. Et donc, on a l'habitude en mathématiques, et puis surtout en informatique, de faire appel à des approximations de certaines constantes, de certains objets mathématiques. Donc, je vais pouvoir vous montrer des approximations de ces courbes, mais nous ne verrons jamais les courbes à la limite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la courbe continue non différenciable la plus simple, celle que l'on appelle la courbe de von Cor. Alors, elle est définie d'une manière itérative, c'est-à-dire qu'on va se donner une recette qui va nous permettre de la construire, et puis on va appliquer cette recette un certain nombre de fois. En toute logique, évidemment, il faudrait appliquer cette recette une infinité de fois. Mais, comme je viens de le dire, la chose est impossible, en particulier parce que le temps qui est à notre disposition est fini. Et donc, on ne pourra pas aller à l'infini, mais peu importe, nous verrons déjà des choses extrêmement intéressantes. Alors, la recette de cuisine pour construire cette courbe est la suivante.
je prends un segment qui apparaît ici en bleu. Au centre, je place un triangle équilatéral et j'efface la base. Donc, j'ai remplacé un grand segment par 4 segments plus petits. Eh bien, cette règle, je la répète sur les 4 segments rouges, j'obtiens ce qui apparaît en magenta. Je le répète sur tous les segments magenta, j'obtiens le vert, etc., etc. Et donc, je vais comme ça, avec ce processus, rajouter de plus en plus de pointes, mais qui, de toute évidence, seront de plus en plus petites. Et d'ailleurs, à l'infini, la courbe que l'on obtiendrait ressemblerait beaucoup à celle qui apparaît ici, en haut et à droite. Alors, on voit, si vous voulez, un certain nombre de qualités de cette courbe, et qui seront des propriétés, comme on le verra dans un instant, des objets fractales. Alors la première, c'est qu'on va s'intéresser à la longueur de la courbe. Alors déjà, voici la première étape que je vous ai montrée tout à l'heure. Voici la deuxième étape, je la mets à plat. Voici la troisième étape, je la mets à plat. En fait, on voit que la longueur, elle augmente, parce que le bleu est plus petit que le rouge, qui est plus petit que le vert. Alors ça, c'est pas une démonstration de mathématiques de dire on voit, mais ça n'empêche qu'on voit que la longueur, elle augmente. Et en fait, cette longueur, elle augmente suivant une progression géométrique. Alors, revoilà la figure de la construction, mais cette fois-ci, vous voyez, j'ai numéroté les différentes étapes. L'étape de départ, première étape, deuxième étape, troisième étape, 90e étape. Imaginons que le segment qui est là fasse 1 mètre. La question qui se pose donc est combien fait l'approximation qui est à l'étape 90. C'est-à-dire que je prends les deux extrémités entre mes mains, en quelque sorte, je tire dessus de façon à en faire un grand segment. Combien mesure ce segment, sachant que je suis parti d'1 mètre? Eh bien, c'est facile à calculer. C'est une progression géométrique. En fait, la longueur de la courbe à l'étape 90, c'est 4 tiers 90. Mais, enfin, puissance 90. Mais combien cela fait-il? Eh bien, voilà la réponse. 4 tiers puissance 90, ça fait plus de 175 milliards de mètres, c'est-à-dire plus que 150 milliards de mètres, qui est approximativement la distance de la Terre au Soleil. Donc, vous voyez cette courbe, finalement, elle tient dans une boîte qui est petite, la voilà. On pourrait même définir une boîte beaucoup plus petite, bien évidemment. Donc, la boîte est petite, a une surface finie, et malgré tout, la longueur est énorme. Et évidemment, si je poursuivais à l'infini mes itérations, eh bien, la longueur de la courbe serait infinie. Donc, ma courbe, de longueur infinie, réside dans un espace fini. Donc, voilà une propriété extrêmement intéressante des objets fractales. En voici une deuxième. Alors, nous voyons ici un zoom sur cette courbe de Foncor. Alors, je vais essayer de vous le montrer en espérant que cela veuille bien fonctionner. Voilà, donc nous zoomons sur la courbe, et qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons que nous retombons sur l'étape initiale. Alors, attendez, j'ai même peut-être une version plus pertinente à vous montrer. Je ne sais pas si c'est celle-là. Enfin, si je n'y arrive pas, c'est pas grave. Non, c'est pas celle-là. Excusez-moi, bon, c'est pas très grave. Donc, ce que nous venons de voir, en fait, c'est ce qu'on appelle donc l'autosimilarité. C'est que si je zoome sur un des détails de cet objet, eh bien, je retrouve l'objet dans son intégralité. Donc, c'est ce qu'on appelle l'autosimilarité. Alors, revenons-en à nos moutons, en quelque sorte. Donc, nous voyons deux propriétés extraordinaires. Cette propriété qui fait que le fini et l'infini pour un objet fractal cohabitent, et puis ce que j'ai appelé l'autosimilarité. Le fait que, à toutes les échelles, eh bien, on retrouvera des formes que l'on a déjà rencontrées, et par exemple, la forme de l'objet dans son intégralité. Alors, on pourrait se demander, finalement, quel est le rapport entre ces deux propriétés et la question qui avait été posée initialement, qui était de savoir quelle était la forme d'un nuage. On va voir que ces deux propriétés, donc cohabitation finie-infinie et autosimilarité, eh bien, sont des propriétés de nombreux objets de la nature. Alors, nous allons donc maintenant, si vous le voulez bien, en arriver aux travaux de Benoît Mandelbrot au milieu du XXe siècle. Donc, au milieu du XXe siècle, Benoît Mandelbrot, qui était un mathématicien français, qui était parti faire sa recherche au centre Thomas Watson des États-Unis, a compris, et il fut le premier à le comprendre, a compris que ces deux propriétés qui paraissent
finalement pathologiques que les mathématiciens du 19e siècle ne voulaient pas voir, mais vraiment se refusaient à regarder, eh bien Benoît Mandelbrot, au milieu du 19e siècle, dans les années 1960, il a compris que ces propriétés pathologiques eh bien, étaient des propriétés d'objets de la nature. Alors, au premier lieu, je voudrais faire une remarque importante, c'est qu'il est évident aujourd'hui, si vous voulez, que l'ordinateur a joué un rôle important, pour ne pas dire essentiel, dans l'émergence de la géométrie fractale. En effet, si vous voulez, au cours des décennies passées, eh bien, l'informatique a eu des développements absolument inimaginables. Et juste pour la petite histoire, permettez-moi de vous montrer cet ordinateur qui date de 1972, qui a été finalement le premier ordinateur que j'ai utilisé à l'école polytechnique pour faire de la recherche. Vous voyez cet ordinateur, il fait environ 2 mètres de haut. Dans l'armoire de droite, que je souligne ici avec la souris, eh bien, il y avait l'unité centrale et la mémoire. Eh bien, la mémoire, la voici, 32 kilooctets. Et puis, dans l'armoire qui était à gauche, ici, il y avait 2 disques. Et ces 2 disques avaient chacun comme capacité 500 kilooctets, 1,5 mégaoctet. Ce ne sont pas des erreurs que vous voyez ou que vous m'entendez prononcer là. Non, c'est la réalité, si vous voulez. Cet ordinateur, qui bien que faisant à peu près 4 mètres cubes, eh bien, n'avait que 32 kilooctets de mémoire centrale et 2 fois 500 kilooctets sur ces disques. Et aujourd'hui, eh bien, comme vous le savez, même dans les téléphones portables, vous avez des dizaines, voire des centaines de gigaoctets. Vous avez des processeurs dont les horloges sont absolument fascinantes. Là, l'horloge était à 1 MHz. Aujourd'hui, on est à plusieurs gigahertz. Donc, c'est des progrès absolument considérables. Tout ça pour dire que les ordinateurs qui ont fait des progrès considérables, eh bien, ont permis de faire des choses qu'autrefois, on considérait comme impossibles au niveau du calcul. Et donc, Benoît Mandelbrot, travaillant au centre Watson de chez IBM, un grand centre de recherche extrêmement renommé, eh bien, il a pu bénéficier, dans les années 60, d'outils informatiques auxquels les mathématiciens du 19e siècle ne pouvaient pas prétendre, bien évidemment, puisque l'électronique n'existait pas. Alors, Benoît Mandelbrot donc, a fait cette recherche, et donc, encore une fois, a compris que ces objets pathologiques, les courbes, comme la courbe de Von-Core que nous avons vue précédemment, eh bien, avaient des applications dans la description de la nature. Alors, donc, revenons-en aux objets de la nature. Première propriété qu'on a vue tout à l'heure, c'est la cohabitation du fini et de l'infini. Eh bien, dans le corps humain, et dans le corps d'autres animaux, en quelque sorte, eh bien, il y a des structures fractales. Permettez-moi de vous montrer la première. Nous voyons ici les 7 premiers niveaux de l'arbre bronchique, donc ce que nous avons dans le corps et qui va nous permettre de respirer. Nous avons donc ici la trachée artère, et puis cette trachée artère, elle se subdivise en 2, et chaque branche se subdivise en 2, qui se subdivise en 2, etc. Alors là, nous le voyons sur 7 niveaux, mais en réalité, chez l'être humain normal, eh bien, il y a environ 15 niveaux d'arborescence, et voilà un arbre qui est fractal. Et nous allons voir où est l'infini dans un instant, parce qu'au bout de ces branches, nous avons ce que l'on appelle les alvéoles pulmonaires. Donc les alvéoles pulmonaires, elles sont environ sur 7 niveaux de fractalité en quelque sorte. Bon, ici, nous ne le voyons que sur 1, 2, 3, 4 niveaux. Mais enfin, ce qui est intéressant de comprendre et de noter, et ça, il faut que je vous le montre par écrit pour que ça soit bien fixé dans votre esprit, eh bien, les alvéoles pulmonaires, elles vont assurer, comme vous le savez, les échanges gazeux entre l'intérieur du corps et l'extérieur, donc des échanges d'oxygène, d'azote et puis de dioxyde de carbone. Eh bien, la surface d'échange des alvéoles pulmonaires, elle est comprise entre 100 et 200 mètres carrés. Et si la structure géométrique des alvéoles pulmonaires n'était pas régie par la géométrie fractale, que l'on ne dispose dans la nature que de la géométrie euclidienne, eh bien, pour avoir une surface d'échange aussi importante, il faudrait, comme je l'ai écrit ici, une sphère d'un diamètre qui serait compris entre 6 et 8 mètres. Et vous voyez que l'édifice, en quelque sorte, ne serait pas viable, ça ne tiendrait pas la route, en quelque sorte. Et vous voyez que le miracle accompli par la géométrie fractale, c'est la possibilité de mettre dans un volume extrêmement réduit, parce que l'ensemble des poumons, c'est finalement un volume très très faible, c'est dans la cage thoracique, et bien malgré le volume très faible, eh bien j'ai une surface d'échange énorme. Et donc, si vous voulez, la géométrie fractale
va permettre à la nature, entre guillemets, de résoudre des contraintes, de satisfaire des contraintes qui autrement ne pourraient pas l'être. Alors, ça c'est la première propriété, donc l'infini et le fini. Deuxième propriété, c'est ce que j'ai appelé l'autosimilarité. Eh bien, il y a dans la nature des objets autosimilaires. Alors là, je vous montre un arbre, évidemment. Ce que je vous montre, c'est un arbre pur, en quelque sorte, où les branches sont bien droites, où les angles sont tous égaux, mais peu importe. Vous pourrez aller ensuite dans la nature vérifier ce que je vous dis. Si je prends une grosse branche que je marque en rouge ici, et que cette grosse branche, je la mets par terre, qu'est-ce que j'ai? J'ai un arbre plus petit. Si je reprends une branche la plus grosse branche de mon petit arbre, eh bien, et que je la mets par terre, j'obtiens encore un arbre plus petit, etc. Donc, contrairement à la courbe de Foncor, évidemment, je ne vais pas pouvoir faire cette opération à l'infini. Mais malgré tout, on voit qu'un arbre pur comme celui-là est autosimilaire. Alors évidemment, dans la nature, les propriétés des arbres font qu'il y a des irrégularités en grand nombre, mais ça n'empêche que si vous prenez un chêne, par exemple, et que vous en prenez par la pensée la plus grosse branche, et que vous la mettiez par terre debout, eh bien, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez quelque chose qui ressemble beaucoup à un chêne, mais en plus petit. Et cette opération de découpage, vous pourrez la reproduire quelques fois, 2, 3, 4, 5 fois, et vous verrez apparaître des arbres de plus en plus petits. Donc, nous avons, comme ça, dans la nature, des objets qui possèdent à la fois des composantes, des mesures finies et infinies, et puis qui ont cette propriété d'autosimilarité. Et donc, la géométrie fractale va être adaptée à la description et à donner donc une forme mathématique à ces objets. Alors, nous allons voir tout à l'heure qu'il en est ainsi des nuages. Mais ce que je voudrais présenter maintenant, c'est une notion très importante qui est ce qu'on appelle la notion de dimension fractale. Pourquoi est-ce que je veux en dire deux mots? Eh bien, tout simplement parce que ça va être une mesure que l'on va pouvoir donner, évaluer pour les objets fractales, qui va nous permettre finalement de les comparer entre eux, savoir est-ce qu'ils sont plus ou moins rugueux, plus ou moins irréguliers, etc. Alors pour ce faire, eh bien, nous allons utiliser la notion de volume. Alors on pourrait parler de surface, mais avec un volume, ça marche très bien, en rappelant ce que c'est qu'un volume en géométrie euclidienne. Bon, voilà un cube de côté C, son volume, c'est le côté au cube. Donc là, je prends un exemple concret. J'ai un cube qui a 5 unités de mesure de côté, donc son volume, c'est 5 au cube, c'est-à-dire 125. Alors qu'est-ce que ça représente 125, c'est-à-dire 5 au cube? Eh bien, c'est tout simplement le nombre de cubes unités, donc qui ont 1 de côté, que je peux ranger dans mon grand cube. Eh bien, dans ce cube de côté 5, je peux ranger 125 cubes. Alors, cette formule, la V égale C au cube ou 125 égale 5 au cube, on peut en quelque sorte l'inverser grâce à la notion de logarithme. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les logarithmes. Si vous ne les connaissez pas, on peut rapidement en donner plusieurs définitions. La première, c'est que si Gy égale A puissance X, Gx égale logarithme en base A de Y, donc le logarithme, c'est la fonction inverse de l'exponentielle, en particulier, y égale E puissance X, la E, c'est la constante universelle de 2.7, 18, 28, 18, 28. Eh bien, si Gy égale E puissance X, Gx égale logarithme népérien de Y. Une autre façon de définir le logarithme, c'est par une équation qu'on appelle fonctionnelle, c'est-à-dire une équation dont l'inconnu est une fonction. Cette équation fonctionnelle, c'est f de xy égale f de x plus f de y. Ma fonction f d'un produit, eh bien, c'est la somme des fonctions f, des deux composantes du produit. Eh bien, la solution à cette équation fonctionnelle, c'est la fonction f égale logarithme. Enfin, une propriété très importante, la dérivée du logarithme, c'est l'inverse de x, 1 sur x, et inversement, on pourra dire que le logarithme, c'est une des primitives de 1 sur x. Donc voilà une définition du logarithme, très rapidement dite, et donc, je peux, grâce au logarithme, prendre le logarithme des deux membres, donc log de v égale 3 log de c, log de 125 égale 3 log de 5, d'où je déduis que 3 égale log de v sur log de c, ou que 3 est égal à log de 125 sur log de 5. Alors, remarquez que v, je viens de le dire, c'est le nombre de cubes unités contenus dans le grand cube. C, qui est la mesure du côté, c'est aussi le rapport d'homothétie H, qui permet de passer du cube unité au grand cube.
Et enfin 3, c'est la dimension de l'espace, c'est la dimension de mon cube. Donc, la formule qui est ici, 3 égale log de V sur log de C, je peux finalement en quelque sorte la généraliser, l'extrapoler si vous voulez, et l'écrire D égale log de N sur log de H. C'est-à-dire D, la dimension de mon objet, 3 pour ce qui est de mon cube, log de N, N, le nombre de copies du cube, unité dans le grand cube, et log de H, le rapport de Motesi qui me permet de passer du petit cube, unité, au grand cube. Alors maintenant, on peut oublier le cube que je vous ai montré ici en image, et c'est dire que cette définition, D égale log de N sur log de H, elle va permettre de définir la dimension arbitrairement de certains objets. Alors, dans le cas de la courbe de Frohnkohr, revoilà la courbe de Frohnkohr. Donc, nous voyons que le rapport de Motesi H, il est égal à 3, puisque pour passer de cette petite courbe verte à la grande courbe rouge, il faut que je multiplie par 3. Par contre, le nombre de n de copies, il est égal à 4. 1, 2, 3, 4. Donc, la dimension de la courbe, la dimension fractale de la courbe de Frohnkohr, ça va être log de 4 sur log de 3. Log de n sur log de h, log de 4 sur log de 3. Alors maintenant, si on calcule la valeur numérique de log de 4 sur log de 3, on obtient un nombre qui n'est plus entier, 1,26, etc. Et donc ce nombre, 1,26, il est compris entre 1 et 2. Et donc on va pouvoir considérer en quelque sorte que la courbe de Frohnkohr est en quelque sorte comprise entre une droite et un plan. La droite c'est dimension 1, le plan c'est dimension 2. Donc la courbe de Frohnkohr est quelque chose d'intermédiaire entre les deux. Mais donc vous voyez qu'on va pouvoir imaginer, et je vais vous en montrer dans un instant quelques exemples, on va pouvoir comme ça imaginer des objets, soit de la nature, soit des objets purement mathématiques, dont la dimension ne sera plus entière, contrairement aux objets auxquels vous êtes habitués. Alors regardons un petit peu comme ça un tableau que je me suis amusé à dresser avec quelques objets fractales, ou non fractales d'ailleurs, en indiquant leur dimension. Alors commençons ici, 0. Dimension 0, c'est le point. Dimension log de 2 sur log de 3, 0,663, donc on est entre le point et la droite, eh bien c'est ce qu'on appelle l'ensemble triadique de Cantor, qui consiste à prendre un segment, à le découper en 3 et d'enlever le tiers central, puis de répéter cette opération. Ensuite, dimension 1, eh bien c'est la droite. Dimension log de 4 sur log de 3, la courbe de Frohnkohr, dont nous avons longuement parlé. Ensuite, dimension fractale 4 tiers, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'enveloppe du mouvement brownien tridimensionnel. Donc, c'est un mouvement brownien bidimensionnel, eh bien, c'est la trajectoire suivie par une particule qui se déplace aléatoirement dans le plan, par exemple. Et puis, l'enveloppe, eh bien, c'est la courbe qui délimite ce mouvement. Eh bien, ce mouvement, il a une dimension fractale très simple qui est 4 tiers. Ensuite, 7 quarts, ce qu'on appelle le front fractal de diffusion. Mais là, je n'en parle pas parce que j'aurai l'occasion d'en reparler plus longuement dans quelques minutes. Log de 8 sur log de 3, 1,89, ce qu'on appelle le tapis de Sierpinski. Donc vous voyez que là on s'approche de 2, donc on s'approche du plan. 2, eh bien c'est le plan, mais qu'on voit ici, mais c'est aussi ce qu'on appelle le courbe de Hilbert bidimensionnel, qui est une courbe qui passe par tous les points de l'intérieur du carré. Dimension 2, donc cette courbe de Hilbert, elle est équivalente au plan. Log de 20 sur log de 3, c'est-à-dire 2,72, l'éponge de Menger, que je vous définirai un peu mieux dans un instant. Et puis enfin 3, on retombe sur évidemment l'espace à 3 dimensions que nous connaissons, mais aussi une généralisation de la courbe de Hilbert bidimensionnelle à 3 dimensions, donc courbe qui passe par tous les points intérieurs à un cube. Alors évidemment, des ensembles comme ça, je pourrais vous en montrer évidemment beaucoup plus, parce qu'il y en a, j'allais dire, une infinité, dénombrables d'ailleurs, mais pas plus. Mais je ne peux pas évidemment tous vous les montrer parce que j'en serais bien évidemment incapable. Alors, regardons une propriété des fractales parce que ça c'est extrêmement important. C'est ce qu'on appelle l'émergence des fractales. Qu'est-ce que ça veut dire l'émergence des fractales? Eh bien, ça veut dire que des structures fractales vont pouvoir apparaître aussi bien en mathématiques qu'en physique à l'intérieur de processus qui a priori ne le sont pas. A priori. Premier exemple, vous allez voir, très élémentaire, c'est ce qu'on appelle le triangle de Pascal, c'est-à-dire les coefficients du binôme. Alors, je les ai écrits ici, donc vous voyez 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Je vous rappelle la règle pour construire le triangle de Pascal. Par exemple,
la somme des deux nombres qui sont ici, ça donne celui qui est en dessous, c'est-à-dire 10. 4 plus 6 égale 10. Si maintenant, je m'intéresse à la parité des coefficients du binôme, donc savoir s'ils sont divisibles par 2 ou pas, et que je marque en blanc ceux qui sont divisibles par 2 et en vert ceux qui ne le sont pas, eh bien, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens un objet fractal, parce que cette grande structure triangulaire, on la retrouve ici en plus petit, on la retrouve ici en plus petit, on la retrouve ici en plus petit, etc., etc. Donc, j'ai un objet fractal dans un processus qui, a priori, ne l'était pas. Je pense que Pascal n'avait pas cette notion lorsqu'il a fait cette découverte. Autre exemple, si vous voulez, ça, je n'ai pas le temps d'en parler, on va plutôt parler de cet exemple-là parce qu'il porte le nom de Benoît Mandelbrot, c'est ce qu'on appelle l'ensemble de Mandelbrot. Alors, on va en dire deux mots parce que c'est intéressant. L'ensemble de Mandelbrot, d'abord, c'est quelque chose que l'on va étudier dans le plan complexe. Alors, le plan complexe, c'est quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas, mais en fait, c'est une généralisation de la droite réelle. La droite réelle, vous savez ce que c'est. Chaque point de la droite réelle peut être étiqueté avec un nombre réel. Donc, il y aura le point qui aura, par exemple, pour abscisse 23,12, etc., etc. Eh bien, les nombres complexes, qui vont définir le fameux plan complexe, eh bien, ce sont en quelque sorte des étiquettes des points du plan. Donc, vous voyez, c'est une généralisation bidimensionnelle de la droite monodimensionnelle. Et sachez qu'il existe, et on en verra quelques exemples tout à l'heure, il existe une généralisation quadridimensionnelle et octodimensionnelle de ces nombres complexes, donc des généralisations à 4 et 8 dimensions. Alors, qu'est-ce que l'on va faire dans ce plan complexe? Eh bien, la boule blanche qui est là, elle représente l'origine. Donc, je vais prendre un point quelconque du plan et je vais le déplacer avec une loi très simple faite de rotation et d'homothétie. Mais toujours le même type de rotation et toujours le même type d'homothétie. Alors, on va se rendre compte qu'il y a deux cas. Le cas du point jaune qui est ici, qui va se déplacer, et puis partir de plus en plus loin de l'origine pour s'en éloigner à jamais. Et puis, il y aura une deuxième sorte de point, comme le point rouge qui est ici, qui, lui, va se déplacer en restant toujours à proximité de l'origine. Eh bien, cette différence entre ceux qui partent et ceux qui ne partent pas, ça va définir l'ensemble de Mandelbrot. Donc l'ensemble de Mandelbrot, on le voit ici, je le souligne très rapidement avec ma souris. Tous les points qui sont à l'intérieur restent lorsqu'on les déplace par cette règle que je viens d'évoquer à l'instant. Eh bien, ces déplacements restent à l'intérieur de l'ensemble de Mandelbrot. Et puis les points qui sont à l'extérieur, eh bien tous s'en éloignent. Eh bien, quand on regarde cet objet, eh bien, on se rend compte qu'il est autosimilaire. Et pour le vérifier, eh bien, je vais vous montrer qu'il est infiniment riche en particulier. Donc, nous allons regarder cette animation qui est un zoom sur cet objet. Donc, vous voyez, plus j'essaye de m'en approcher, plus finalement, il a l'air de s'éloigner, puisque je vois sans arrêt apparaître des structures qui ressemblent à des structures déjà vues, mais je pourrais poursuivre indéfiniment cette opération et sans arrêt apparaîtrait ce type de structure. Donc, voilà un objet, si vous voulez, mathématique simple à définir, qui porte le nom de Benoît Mandelbrot, donc c'est l'ensemble de Mandelbrot, parce que c'est lui, évidemment, qui l'a mis en évidence dans les années 60. Alors, je vous montre ici un dernier exemple d'objet fractal mathématique, juste pour vous montrer qu'on peut obtenir des structures beaucoup plus compliquées, beaucoup plus, j'allais dire presque oniriques, parce qu'elles évoquent, par exemple, pour ceux qui s'intéressent à la musique classique, qui pourraient par exemple évoquer le vaisseau fantôme de Richard Wagner. Alors maintenant, si vous voulez, je vais vous montrer l'émergence de structures fractales en physique. Alors, pour ce faire, je vais vous montrer deux exemples. Celui-ci, nous avons ici dans cette boîte bidimensionnelle des particules. Alors les couleurs, c'est juste pour décorer, ça n'a aucun sens physique. Donc ces particules vont être, lorsque je vais lancer l'opération, vont être animées d'un mouvement aléatoire, et lorsqu'elles vont se cogner les unes aux autres, eh bien, elles vont se coller les unes aux autres. Eh bien, qu'est-ce que l'on va voir au cours du temps? Donc là, je suis le temps, je vais même vous le montrer si vous voulez, en animation, ça sera plus sympathique. Donc, nous allons voir les particules, voilà, se coller les unes aux autres, et puis progressivement former un agrégat qui contient
toutes les particules, donc il est ici, qui contient toutes les particules et qui est autosimilaire. C'est-à-dire que si l'on regarde une zone plus petite de l'objet, eh bien, on verra que cela ressemble, alors ça ne sera pas exactement la même chose, hein, mais cela ressemblera, un peu comme mon histoire d'arbre tout à l'heure, cela ressemblera à l'objet dans son intégralité. Alors, autre exemple très important, parce qu'il a une importance fondamentale industrielle, c'est ce que l'on appelle la diffusion bidimensionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que la diffusion bidimensionnelle? Eh bien, nous allons, pour ce faire, je vais vous montrer ici une image plus intéressante qui va peut-être nous éclairer davantage. La voilà. Donc, ici, c'est l'instant zéro de cette simulation, de ce calcul. J'ai en bas de l'image, l'espace ici étant vide, j'ai un ensemble de particules, et ces particules vont ensuite progressivement envahir l'espace supérieur. Elles vont l'envahir en se déplaçant aléatoirement. C'est-à-dire qu'elles vont sauter d'une case à la voisine, hein, imaginez un espèce d'échiquier si vous voulez, elles vont sauter d'une case à la voisine à condition que la voisine ne soit pas occupée. Et progressivement, eh bien, on va voir émerger des structures très compliquées. Alors je vous remontre l'image qui est ici, qui se situe beaucoup plus tard dans le temps. Et l'objet intéressant dans cette histoire, c'est la courbe qui apparaît en blanc, qui est un objet fractal qu'on appelle le front de diffusion, le front de diffusion bidimensionnel. Et cet objet fractal, il a une dimension élevée, je l'ai mentionné tout à l'heure. Cette dimension élevée, je vais vous la remontrer ici, c'est 7 quarts. Je vous le remontre ici tout simplement parce que je crois avoir noté, je ne l'ai pas noté, mais nous allons le revoir dans un instant. Donc c'est un rationnel pur, un 7 quarts, et il a fallu en fait des travaux mathématiques extrêmement compliqués, menés en particulier par un jeune mathématicien français qui s'appelle Wendling Werner, pour arriver à démontrer qu'effectivement, la dimension fractale était égale à 7 quarts. Tout à l'heure, pour la courbe de Foncor, on a vu la dimension fractale log de 4 sur log de 3. Ça, c'est très facile à démontrer. Mais par contre, arriver à démontrer que la dimension fractale de cet objet est 7 quarts, ça, c'est une autre histoire, si l'on peut dire. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant industriellement, parce que j'ai prononcé ce mot il y a quelques instants? Eh bien, tout simplement parce que, finalement, un incendie de forêt, ça se propage un petit peu comme ça. D'une manière aléatoire, parce que le vent entraîne les particules enflammées, etc. Et donc, ce qu'on peut voir ici, on peut considérer, par exemple, que c'est le front d'avancée de la forêt. Mais c'est aussi important parce que c'est de la soudure. Hein, ici, on a par exemple un matériau, ici un deuxième, on les soude. Eh bien, l'interface entre les deux matériaux, c'est pas un plan, c'est pas une ligne droite ou un plan suivant qu'on est en 2 ou 3 dimensions. Donc, c'est un objet très compliqué dont on a ici un petit peu une idée. Autre exemple d'émergence de structures fractales, eh bien, voici l'érosion des côtes. Donc ça, c'est un modèle que Bernard Sapoval a développé au cours des années passées, auquel j'ai travaillé moi aussi et que j'ai généralisé un petit peu. Et donc, nous voyons ici le résultat de ce modèle. Et ce que vous avez sous les yeux, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement réaliste au niveau de la géométrie des côtes. Hein, pensez un petit peu à la géométrie des côtes de la Bretagne, qui sont extrêmement irrégulières. Eh bien, on est capable aujourd'hui, grâce à la géométrie fractale, d'une part de décrire ce processus, mais d'autre part de le comprendre. Alors, je ne dis pas de le maîtriser, parce que malheureusement, la mer, elle est plus forte que nous, mais en tout cas, on est capable, grâce à ça, de comprendre pourquoi la géométrie des côtes, elle est fractale. Je vous montre un deuxième exemple, qui est évidemment tout à fait voisin, c'est celui d'une île. Et donc, vous voyez qu'on obtient ici des géométries qui sont tout à fait compatibles avec ce que l'on connaît des îles, sauf quand elles ont été bétonnées, bien évidemment. Alors donc, vous voyez que, aussi bien en mathématiques qu'en physique, eh bien, des structures fractales peuvent apparaître. Je me permets de vous montrer une dernière image, qui est celle-ci. Eh bien, c'est ce qu'on appelle un nucléon, c'est-à-dire soit un proton, soit un neutron. Eh bien, et il semblerait que ce soit la bonne théorie, si la théorie dite de l'interaction forte est la bonne, eh bien, on peut considérer qu'il y a à l'intérieur d'un proton ou d'un neutron une structure fractale faite de particules réelles et de particules virtuelles. Cette image, essayons un petit peu de vous en donner une idée. Alors maintenant, nous allons voir qu'il existe finalement deux sortes de géométrie fractale, si vous voulez. D'une part, la géométrie fractale déterministe, c'est-à-dire celle où le hasard n'intervient pas, et puis une géométrie fractale où il y aura du hasard. Alors les grands noms de cette géométrie fractale déterministe, eh bien, c'est Gaston Julia et Pierre Fatou, mathématiciens du début du XXe siècle. Donc,
au moment de la Première Guerre mondiale, qui avait déjà eu l'intuition de ces itérations dans le plan complexe que je vous ai montré tout à l'heure avec l'ensemble de Mandelbrot, mais qui évidemment n'avaient aucun outil de calcul à leur disposition et qui n'ont pas pu malheureusement aller très loin. Donc ensuite, c'est Benoît Mandelbrot, évidemment, dont j'ai déjà longuement parlé, que j'ai bien connu et qui malheureusement est décédé maintenant il y a plusieurs années. Adrien Douady, grand mathématicien français lui aussi, qui a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les ensembles de Julia, dont nous verrons des exemples dans un instant, décédé lui aussi. John Hubbard, américain qui a travaillé avec Adrien Douady. Jean-Christophe Yocose, très jeune mais mort malheureusement très récemment lui aussi. Alors, géométrie fractale déterministe, donc c'est celle où le hasard n'intervient pas. Je vous ai déjà montré tout à l'heure l'ensemble de Mandelbrot, donc je vous le remontre une deuxième fois. Voici à l'intérieur de cette fenêtre un agrandissement, et nous voyons ici des petites taches noires. Et si vous êtes observateur, vous verrez que ces petites taches noires, elles ont la même forme que l'ensemble entier. Et puis si on zoomait sur ces taches noires, on verrait apparaître là aussi des taches nouvelles qui auraient la forme de l'ensemble entier. Alors, autre exemple d'objet fractal non déterministe, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure l'éponge de Menger. L'éponge de Menger, la voilà. Comment est-ce qu'elle se construit? Comment est-ce qu'elle se définit? Vous prenez un cube, vous le coupez, vous le divisez en 27 cubes plus petits, égaux. Vous supprimez les 6 cubes qui sont au centre des 6 faces et le cube qui est au centre du grand cube. Donc, vous avez supprimé 7 cubes, il en reste 20. Et ces 20 cubes, sur ces 20 cubes, vous faites la même chose. Vous divisez en 27, etc., etc. Et progressivement, donc, vous allez percer le grand cube de départ avec des trous cubiques de plus en plus petits, mais de plus en plus nombreux. Et alors là, on arrive à une chose tout à fait extraordinaire. On arrive à un objet, alors quand je dis on arrive, c'est si on avait le courage d'aller jusqu'à l'infini, bien évidemment, on arrive à un objet qui a un volume nul, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, et qui a une surface infinie, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses. Vous voyez le paradoxe, surface infinie, volume nul. Sa dimension, elle est très facile à calculer, comme la courbe de Foncor. Il y a 20 copies et le rapport de Motessy est égal à 3. Donc la dimension fractale, c'est log de 20 sur log de 3, de 72. Donc on est assez près de l'espace. Alors on peut généraliser, comme moi je me suis amusé à le faire, cette courbe, ce volume, pardon, excusez-moi, et donc je vais vous en montrer, voilà, là si vous regardez mon site un peu plus tard, vous en verrez plein d'exemples, mais je vais vous en montrer un dernier exemple où on peut introduire là aussi un petit peu de hasard et obtenir comme ça des choses qui ressemblent beaucoup à des objets érodés. Alors donc la courbe de Foncor, l'éponge de Menger, qui n'est finalement qu'une généralisation en quelque sorte de la courbe de Foncor et puis aussi de l'ensemble triadique de Cantor que j'ai évoqué tout à l'heure. Eh bien, la voilà. Alors, il existe évidemment une définition bidimensionnelle de cette courbe, de cet objet, c'est le tapis de Sierpinski, donc je n'en dis pas plus parce que on voit tout de suite le processus, on découpe en 9 carrés, etc., etc. Alors, j'avais dit tout à l'heure en parlant du plan complexe, qu'il existait des généralisations à 8 et à 4 et 8 dimensions. Eh bien, dans des espaces à 4 et 8 dimensions, eh bien, on peut définir des objets un petit peu équivalents à l'objet appelé ensemble de Mandelbrot, et on va obtenir ce genre de choses. Alors, évidemment, je ne peux vous en montrer qu'une section tridimensionnelle, puisque je ne peux pas vous montrer un objet octodimensionnel, puisqu'on vit dans un espace apparemment à 3 dimensions. Mais enfin, là, on voit déjà que cette section, elle est infiniment riche. Et si je zoome sur un petit détail de cet objet, eh bien, je vais voir apparaître des choses comme ceci. Et si je continue à zoomer, je vais obtenir des choses encore plus extravagantes, dont on voit ici un certain nombre d'exemples. Donc, on peut comme ça généraliser à 4 et 8 dimensions, et on obtient, vous voyez, des objets qui, bien qu'étant mathématiques pures et dures, sans hasard, eh bien déjà ressemblent un petit peu à des structures de la nature. Cette chose-là, par exemple, ressemble un peu, par exemple, à des morceaux de chou-fleur, si vous voulez. Alors effectivement, si l'on s'intéresse à la géométrie fractale et qu'on introduit du hasard, eh bien on va pouvoir produire comme ça des objets mathématiques, mais qui ressemblent à des objets de la nature. Alors en voici quelques exemples. Un paysage qui ressemble beaucoup à une peinture chinoise, donc un paysage dans la brume au lever du soleil. Eh bien, évidemment, ce n'est pas une photo faite dans la nature, ce n'est pas une peinture faite par un artiste chinois, non, c'est un objet fractal à 3 dimensions. Autre exemple, voici, vous avez ici un lever de soleil. Alors, je vais peut-être pouvoir vous le montrer. Alors, ça va être
en tout petit, malheureusement, parce que je me suis jamais amusé à le refaire en plus grand. Ah bah si, voilà, excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Alors la résolution est faible parce que effectivement le viewer MPEG là, vient de dilater l'image, mais enfin en tout cas vous voyez le soleil se lever sur cette montagne fractale. Alors ensuite, ah bah tiens, cette image, peut-être vous en souvenez-vous, c'est celle qui était en gros derrière mon portrait tout à l'heure, lorsque j'ai commencé mon intervention. Bon bah évidemment, hein, les nuages, la végétation, les montagnes, ce sont des objets fractales. Alors, vous allez voir qu'on peut aller très loin. Voici par exemple quelque chose qui ressemble beaucoup à la surface de la Lune, mais évidemment, ce n'est pas une photo prise par un des astronautes des missions Apollo américaines. Non, non, c'est un objet fractal. Les fissures qui sont là sont des fractales, les montagnes sont des fractales, les cratères sont des fractales, etc. Donc, on est capable de modéliser comme ça la surface de la Lune grâce à la géométrie fractale. Alors, évidemment, je vais vous montrer un dernier exemple qui est quand même assez intéressant pour ceux qui connaissent un petit peu l'Ouest américain et qui sont amateurs de western. Donc, ça ressemble beaucoup à Monument de Vallée au lever du soleil, mais évidemment, les montagnes, les mésas qui sont là, les pics, les nuages, évidemment, tout ça sont des objets fractales. Et bien évidemment, on peut en faire un film, on peut voir les nuages passer dans le ciel de Monument de Vallée au lever du soleil. Donc, voilà un petit peu la géométrie fractale au service de la description de la nature. Alors, en quelques mots, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, parce qu'on va considérer qu'à 19h, nous aurons terminé, je voudrais juste mentionner quelques difficultés. Difficultés parce que, d'une part, comme vous l'avez vu, on doit répéter, 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 mais on doit s'arrêter à un moment ou à un autre, puisqu'on n'a pas un temps infini devant soi. Et donc, que se passerait-il si on allait un petit peu plus loin? Est-ce que les choses évolueraient? Donc ça, c'est juste une première remarque. Deuxième remarque, c'est au niveau du calcul. Alors, je vais juste vous montrer une chose, parce que, comme vous l'avez compris, pour faire des fractales, il faut répéter sans cesse les mêmes opérations, faire ce qu'on appelle des itérations. Et est-ce que c'est facile de faire des itérations? J'allais dire oui, parce qu'on a des ordinateurs, mais non, parce que justement, on a des ordinateurs. Et permettez-moi très rapidement de vous le montrer sur un exemple. Ce que vous avez sous les yeux, là, ça va être un programme qui est écrit dans un langage de programmation qui s'appelle le C. Enfin, peu importe le langage de programmation, parce que le problème n'est pas là. Le problème, il est, vous voyez, je donne trois nombres que j'appelle x0, a et b. B vaut 4095,1. A vaut b plus 1, c'est-à-dire 4096,1. À partir de ces trois nombres, j'en définis un quatrième, x1 égale à x0 moins b. Alors, combien vaut x1? Alors, x1, ça vaut ax0 moins b, c'est-à-dire a1 moins b, c'est-à-dire a moins b, c'est-à-dire 1, puisque a égale b plus 1. Si a égale b plus 1, a moins b est égal à 1. Donc, x1 est égal à 1. À partir de tout ça, je vais définir x2, à partir de x2, x3, etc. Et évidemment, le même raisonnement nous montrera que x7, x6, etc. sont tous égaux à 1. Alors, voilà un petit programme qui ressemble un petit peu formellement, si vous voulez, au programme qu'on utilise pour calculer des objets fractales. Donc, on répète une opération. Entre parenthèses, ça pourrait être programmé beaucoup plus élégamment, mais je le mets ainsi, c'est pour que la chose soit plus facile à comprendre pour ceux qui n'ont pas d'expérience de la programmation. Donc, voilà un programme très simple. On voit ce qu'il calcule. On sait ce qu'il calcule, ce qui est absolument essentiel. Et puis, il ne peut pas y avoir d'erreur parce qu'il est trop simple. Alors, regardons s'il fonctionne bien. Donc, on met des ordres ici qui vont éditer à l'écran des valeurs calculées. Donc, x0 égale 1, c'est ce qu'on avait défini initialement. x1, ah, c'est plus très bon. x2, etc. Et vous voyez que x7, eh bien, est très, très, très mauvais, mais plus que mauvais même. Alors que je n'ai fait que 7 multiplications et 7 soustractions. Donc, tout ça pour dire, vous voyez qu'avec un ordinateur, on peut faire des calculs absolument extraordinaires. Mais on peut facilement tomber sur des problèmes délicats qui peuvent apparaître très rapidement, comme dans cet exemple. Cet exemple, vous pouvez le reproduire avec n'importe quel langage de programmation, en C, en C++, en Fortran, en Python, en Pascal, même avec des tableurs, ça marchera aussi bien ou plutôt aussi mal. Mais donc tout ça, ça nous montre que malheureusement, eh bien, on ne peut pas calculer exactement avec un ordinateur. Et comme dans un ordinateur, on va faire des calculs en grand nombre, en particulier pour faire des calculs d'objets fractales, eh bien, on voit qu'on risque de rentrer sur des difficultés absolument considérables.
Ah oui, alors pourquoi est-ce qu'on a ce problème? Eh bien, tout simplement parce que le virgule 1 qui est ici ne se représente pas exactement dans un ordinateur et qu'il faudrait en réalité avoir une infinité de décimales qu'on n'a pas à sa disposition, bien évidemment, et donc l'ordinateur ne calcule pas exactement. Donc c'est un problème important et donc il faut le savoir. Alors, je vais revenir où j'en étais il y a quelques instants. Donc, pour ce faire, il faut que je aille revenir un instant sur l'exposé important qui était ici. Voilà. Alors, donc, j'étais en train de mentionner les difficultés que l'on avait au niveau du calcul, au niveau de la représentation, au niveau de la... attendez que je revienne précisément ce que j'ai dit. Ah, voilà, je vais bientôt y être. Des difficultés qu'on avait au niveau de la représentation, au niveau du calcul, au niveau du nombre d'itérations. Et puis, évidemment, quand on regarde ces objets, là, par exemple ceux-là qui sont à 8 dimensions, grosse difficulté, c'est comment les représenter, bien évidemment. La réponse, elle est qu'on ne sait pas le faire. On ne peut montrer que des approximations, des sections, des choses simplifiées, mais la vraie complexité de ces objets, eh bien malheureusement, on ne la verra jamais. Alors, pour terminer, si vous voulez, une petite remarque en guise de question. Est-ce que, par hasard, la réalité dans laquelle nous sommes et la science ne serait pas la fractale ultime? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par là que si on se souvient un petit peu de l'histoire des sciences, de la physique en particulier, eh bien, au début, on n'imaginait pas qu'il pouvait y avoir des structures aussi élémentaires que celles que l'on connaît aujourd'hui. Et puis progressivement, on s'est rendu compte que la matière devait avoir une structure atomique. Donc on en est venu à la notion de molécules composées d'atomes. On s'est dit, tiens, ces atomes, ils sont peut-être composés d'un noyau et puis d'électrons qui gravitent autour. Et puis, ces noyaux, on s'est rendu compte que c'était l'assemblage de neutrons et de protons. Et puis on s'est rendu compte que ces protons et neutrons, c'était des assemblages de particules plus élémentaires qu'on appelle des quarks et des gluons. Et est-ce que ça s'arrête là? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres échelles? Et puis c'est vrai à l'inverse dans l'univers, puisque les systèmes planétaires viennent s'insérer dans des galaxies qui elles-mêmes vont dans des amas de galaxies. Ces amas de galaxies vont dans l'univers. L'univers, aujourd'hui, d'après les théories cosmologiques les plus avancées, notre univers serait lui-même dans un multivers. Et il n'y a pas de raison pour que ce multivers ne soit pas lui-même dans un multimultivers. Donc vous voyez que ces structures, en quelque sorte en forme de poupée russe, eh bien, on les retrouve vers l'infiniment petit et vers l'infiniment grand. Et donc, il se pourrait très bien que la réalité soit fractale, finalement, et que donc la science, elle aussi, soit fractale. Et tout ça pour dire et se rappeler, finalement, qu'il faut se méfier, si vous voulez, des a priori qu'on peut avoir en science en particulier. Imaginez, par exemple, que la science, que la physique est terminée, parce qu'on ne trouve rien aujourd'hui de nouveau, mais il y a peut-être d'autres choses à découvrir. Et permettez-moi, juste pour conclure en quelque sorte, par cette citation de Lord Kelvin, très connu, physicien très connu à la fin du XIXe siècle. Il avait dit à la fin du XIXe siècle, il n'y a plus rien à découvrir en physique aujourd'hui, tout ce qui reste est d'améliorer la précision des mesures. Et quelques années après lui, eh bien, c'était la naissance de la mécanique quantique et des relativités restreintes et générales d'Albert Einstein. Et donc, la physique n'était pas terminée, et très certainement la physique d'aujourd'hui ne l'est pas non plus. Donc voilà, j'ai terminé. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère aussi vous avoir montré que les mathématiques et la physique aussi, au passage, étaient des domaines absolument passionnants de la culture. Donc je vous invite, pour ceux d'entre vous qui sont des collégiens et des lycéens, à poursuivre des études. Faites des maths au lycée. Faites de la physique, et puis il n'y a pas que ça, faites aussi du français, de l'anglais, parce que l'anglais c'est essentiel, faites des SVT, etc. Parce que, pourquoi est-ce que Benoît Mandelbrot a été aussi pertinent au niveau de son approche scientifique? Eh bien tout simplement parce qu'il savait beaucoup de choses dans différents domaines. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention, et puis s'il y a des questions à poser, eh bien je suis prêt à y répondre. Voilà, je vous remercie. Il y a effectivement quelques questions. Merci beaucoup déjà pour cette conférence et on va passer aux questions. Il y a aussi beaucoup de remerciements dans le chat. Alors, première question de quelqu'un qui n'a pas compris ce que voulait dire logarithme. Ah, alors, logarithme, je vais essayer de le remontrer très brièvement en remontrant le petit tableau que j'ai montré précédemment. Le logarithme, finalement,
c'est une fonction qui est l'inverse de l'exponentielle. Un petit peu comme la racine carrée, c'est l'inverse de l'élévation au carré. Si j'ai y égale x2, je vais avoir x égale racine de y, en faisant attention au signe, bien sûr. Eh bien, le logarithme, c'est la même chose. Si j'ai y égale e puissance x, eh bien, x sera égal au logarithme de y. Et puis, encore une fois, on peut définir le logarithme d'autre façon, à l'aide de ce qu'on appelle une équation fonctionnelle, c'est-à-dire une équation où la variable, ça n'est pas un nombre comme on a l'habitude de les manipuler au collège et au lycée, mais c'est une fonction. Et donc, l'équation, elle est ici. Je cherche une fonction f telle que f d'un produit, ça soit la somme des f. F de xy égale f de x plus f de y. Eh bien, on peut démontrer que la fonction solution, f, c'est le logarithme. Et puis enfin, dernière définition possible, c'est que le logarithme, eh bien, c'est ce qu'on appelle la primitive de 1 sur x, c'est-à-dire que la dérivée du logarithme, c'est 1 sur x. D log de x sur dx égale 1 sur x. Voilà. Donc c'est juste la fonction inverse. Voilà. Alors je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est vrai que si la personne qui a posé cette question est par exemple en seconde ou en première, ça peut poser des problèmes. Mais enfin bon, vous voyez, ça inverse finalement l'exponentiation. Et je remontre cet exemple. V égale c au cube, eh bien ça peut s'écrire aussi log de V égale 3 log de c. On voit que l'exposant est descendu, sorti de l'exponentielle. Voilà. Merci beaucoup. Alors, ensuite, il y a Tanguy qui demande, est-ce que nous pouvons dire que la longueur d'une frontière est infinie? Ah bah écoutez, la longueur d'une frontière, ça dépend de quelle frontière. Si je reprends l'exemple que l'on va revoir ici, c'est-à-dire la courbe de Foncor, la longueur de cette courbe, elle est infinie. Maintenant, parce que je suis en mathématiques, maintenant si on prend un processus physique, qui est par exemple celui de la diffusion que nous avons vu tout à l'heure et que je vais remettre à l'écran, que voici dans d'autres couleurs, évidemment là on est dans un processus physique et là on va pouvoir dire que la longueur elle est grande, mais elle n'est pas infinie. Par contre, si je fais en sorte que les points qui composent mon domaine sont de plus en plus petits et qu'il y en a donc de plus en plus, eh bien effectivement la longueur de cette courbe va tendre vers l'infini. Maintenant, si je suis sur un problème physique encore plus concret, qui est celui de l'érosion que nous avons vu tout à l'heure, eh bien là, évidemment, la longueur ne tend pas vers l'infini parce qu'on est dans un processus physique et qu'à un moment ou à un autre, on va tomber sur des structures atomiques et que là, la longueur restera finie. Voilà. Donc, en fait, la réponse, ça dépend finalement. Ça dépend si on est dans un processus abstrait de nature mathématique et là, effectivement, la longueur de la frontière peut tendre vers l'infini. Mais encore une fois, ça dépend des processus. Tous les processus mathématiques ne vont pas donner naissance à des frontières infinies. Et puis, si on est en physique, eh bien là, la question elle est plus simple. On restera dans le domaine du fini. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez donné plusieurs exemples d'objets fractals de différentes dimensions, mais je voulais vous demander si vous savez s'il existe des fractales au-delà de la 3e dimension, qui prendraient pour exemple la forme d'un tesseract. Oui, non, mais bien sûr. Là, je me suis arrêté à la dimension 3 parce que on est dans l'espace à 3 dimensions que l'on connaît. Mais on pourrait aller au-delà, et je rappelle que les objets que j'ai pu montrer tout à l'heure, ceux-là sont des objets qui résident dans des espaces à plus de 3 dimensions, et leur dimension fractale, que j'ignore, je dois avouer, je ne me suis jamais amusé à la calculer, mais je ne suis pas sûr de savoir vraiment comment la calculer, parce que ce n'est pas évident du tout, mais très, très nécessairement, alors il faut que je sois précis, cet objet, ce que l'on voit là, c'est une section tridimensionnelle dans un objet à 8 dimensions. Donc cette section tridimensionnelle, elle a une dimension fractale qui doit être inférieure à 3. Mais l'objet de base, qui est à 8 dimensions, lui a nécessairement, très certainement, une dimension fractale supérieure à 3. Mais, encore une fois, je ne sais pas combien. Voilà. Merci. Comment peut-on savoir qu'il s'agit d'un objet à 8 dimensions? Ah, bah alors là, c'est tout ça, c'est moi qui vous le dis, il faut me faire confiance. Non, et tout simplement parce que je calcule l'objet dans un espace à 8 dimensions. L'ensemble de Mandelbrot
je l'ai calculé dans un plan, c'est-à-dire dans un espace à 2 dimensions. Le processus est bidimensionnel. J'obtiens un objet à 2 dimensions, pardon. L'objet que je vous ai montré, que je remontre à l'instant là, qui est calculé dans un espace à 8 dimensions, eh bien, il est par construction à 8 dimensions, tout simplement. Je suis pas sûr de pouvoir vraiment mieux répondre à votre question, mais c'est par construction, tout simplement. Je suis dans un espace à 8 dimensions, je définis des règles qui sont octodimensionnelles, qui sont des règles à 8 dimensions, donc j'obtiens un objet à 8 dimensions. Voilà. Merci. Est-il possible de représenter des fractales à l'aide de suites arithmétiques et géométriques? Écoutez, oui, très certainement. Hein, je n'ai pas d'exemple concret à vous donner, mais je me permets de rappeler ce que j'avais montré tout à l'heure, qui était basé sur le triangle de Pascal, et donc les coefficients du binôme. Donc on voit émerger des structures fractales. Il est fort possible qu'en faisant des progressions arithmétiques et qu'en regardant certaines propriétés sur ces progressions arithmétiques ou géométriques, on voit apparaître des structures similaires. Hein. D'ailleurs, tiens, ça me fait penser à un exemple que je ne vous ai pas montré, mais que j'aurais pu vous montrer, parce que finalement, ça s'approche un peu de cela. Où est-ce qu'il est, il est ici. Voilà. C'est ce qu'on appelle les automates cellulaires. Ça, c'est un truc très facile à programmer pour ceux qui font un peu de programmation. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est la ligne du bas. La ligne du bas, elle est faite que de carrés noirs et il y a un carré blanc au centre. Et en fait, ce qu'on se donne ensuite, ce sont des règles qui sont explicitées là, qui vont permettre de passer de la ligne du bas à la ligne du dessus, et de la ligne du dessus à celle qui est encore au-dessus, etc. Et ces règles, par exemple, elles disent ici que, alors B, ça veut dire noir, black et white, ça veut dire blanc. Donc si on a blanc, 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 excusez-moi, black, 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 ça va faire white. Donc si j'ai 3 carrés noirs, ça va faire un carré blanc. Si par exemple ici, j'ai 2 carrés blancs et un carré noir, ça va faire un carré noir, etc. Donc en appliquant ces règles, on va progressivement envahir l'espace. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître? Eh bien, on voit apparaître très clairement une structure fractale. Donc, a priori, je répondrai positivement à la question qui a été posée concernant les progressions arithmétiques et géométriques, mais malheureusement, je n'ai pas d'exemple à vous montrer, mais on pourrait très certainement en trouver. Hein. D'ailleurs, je vous laisse le soin de le faire et puis de me communiquer les résultats. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que la géométrie fractale peut être utilisée pour appréhender l'infiniment petit? Je ne sais pas comment répondre à cette question. Hein. Ce que j'ai montré cette image-là qui montre un infiniment petit de la nature, c'est-à-dire l'échelle limite à laquelle on accède expérimentalement aujourd'hui. Mais non, non, je répondrai négativement à cette question, si vous voulez. Enfin, malgré tout, ce que peut permettre la géométrie fractale, à l'aide de ces zooms que j'ai présentés tout à l'heure, par exemple le zoom dans l'ensemble de Mandelbrot, ça peut montrer un petit peu l'aspect vertigineux de la chute vers l'infiniment petit ou vers l'infiniment grand, inversement. Ça peut montrer que on ne peut pas atteindre l'infiniment petit ou l'infiniment grand, mathématique et physique, bien évidemment. Donc, effectivement, peut-être qu'on pourrait considérer qu'une animation comme celle que j'ai montrée tout à l'heure et que je vais remontrer globalement, qui est celle-ci, ça donne finalement un petit peu une idée du danger finalement de se laisser aspirer par l'infiniment petit ou l'infiniment grand. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on voit dans ces animations? Eh bien, on voit qu'on n'y arrive jamais, qu'on n'y arrivera jamais en fait, et que sans arrêt apparaîtront de nouvelles choses. Donc je pense que oui, la question est intéressante et je pense que ma question serait plutôt positive. Ça permet de donner une idée de l'infiniment petit en particulier. Oui. Comment est-il possible de déterminer la géométrie fractale d'un objet fractal faisant appel au hasard? Ah ben écoutez, en fait, c'est le processus, enfin il pourrait y avoir un processus direct et un processus inverse en quelque sorte. Si vous voulez, quand on reprend cet exemple que je vais remontrer, qui est celui de la diffusion bidimensionnelle, on définit un certain processus, on le définit mathématiquement, et on l'implémente dans un ordinateur, et on voit apparaître un objet fractal. Maintenant, alors ça c'est le processus direct en quelque sorte. Maintenant, il peut y avoir, et il y a un processus inverse,
C'est-à-dire qu'on va partir d'un objet de la nature, et par exemple, où est-ce que je pourrais vous le montrer? Peut-être ici. Il faut que je vous le montre. Voilà, ici. On peut partir d'un objet de la nature, par exemple un chou-fleur, et essayer de se demander quel est le processus fractal qui va me permettre de décrire mathématiquement cet objet. Alors, pour ce qui est du chou-fleur, là je vous montre quelques exemples qui ne sont pas forcément très ressemblants, mais enfin peu importe. J'ai défini un processus mathématique qui permet de décrire des choux-fleurs et des objets relativement proches du chou-fleur, mais le processus est très difficile. Vous voyez, comment trouver le processus mathématique qui décrit les choux-fleurs? Et ça a été aussi le cas lorsque je me suis intéressé, mais entre parenthèses, je ne suis pas le seul à faire ça, quand je me suis intéressé aux montagnes et aux nuages. Vous regardez des montagnes, vous regardez des nuages, maintenant, allez trouver le processus mathématique qui va permettre de définir la chose, eh bien, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Donc, tout ça pour dire qu'il est très facile de partir d'un processus mathématique arbitraire pour arriver à un processus fractal. C'était le cas de la diffusion, par exemple, ou de l'ensemble de Mandelbrot. Mais le processus inverse, qui consiste à regarder la nature et puis à essayer de voir quelles sont les structures fractales qui vont permettre d'aboutir à leur description, ça, c'est malheureusement une autre paire de manches. Voilà. Merci. Alors, il y a encore pas mal de questions. Vous êtes professeur à l'école polytechnique. Quel conseil pourriez-vous donner à quelqu'un qui souhaiterait y étudier? Écoutez, premièrement, je ne suis pas professeur, je ne suis que chercheur. Et encore, il y a pas mal de mois que je n'y ai pas mis les pieds à cause des mesures sanitaires. Enfin, peu importe. Donc, moi, je fais de la recherche. Quel conseil je pourrais vous donner? Mais je l'ai déjà dit tout à l'heure. Faites des maths, faites de la physique, parce que c'est pas ennuyeux du tout. On peut effectivement, quand on suit un cours de maths en collège et en lycée, trouver ça rébarbatif. Parce que à quoi ça va servir les cas d'égalité des triangles? À quoi ça va servir les fameuses identités remarquables? À quoi ça va servir le triangle de Pythagore? On a l'impression qu'on apprend des choses qui ne servent à rien. Mais en fait, c'est complètement faux. Ça sert à comprendre le monde dans lequel on est. Ça permet de comprendre aussi la nature. Ça permet de développer de nouveaux processus industriels, de faire des découvertes absolument extraordinaires. Et si vous me le permettez, je vais vous le montrer sur une série d'images. Donc je reviens un petit peu au début de l'exposé, ici. Vous voyez par exemple, toutes les images qui sont là, qui décrivent l'univers dans son intégralité jusqu'aux plus petites échelles, eh bien, ce sont des images que j'ai faites grâce à des processus mathématiques. Donc, vous voyez, les mathématiques, ça va vous permettre de comprendre les choses. Dans l'industrie, aujourd'hui, on ne casse plus des vraies voitures. Quand un constructeur automobile met sur le marché une nouvelle voiture, elle a été testée majoritairement dans des ordinateurs pour savoir si elle résistait au choc, etc. Donc, j'en reviens au conseil fondamental. Eh bien, suivez les conseils de vos professeurs, écoutez les cours de mathématiques, de physique, de français, d'anglais, de chinois, de tout ce que vous voudrez. Travaillez bien à l'école, tout simplement, pour passer des diplômes, passer votre baccalauréat. Essayez ensuite de rentrer dans des classes préparatoires aux grandes écoles ou aller à la faculté, par exemple à Orsay, qui est vraiment une excellente faculté. Donc, si vous rentrez dans les classes préparatoires aux grandes écoles, après vous passez des concours, c'est pas facile, mais on y arrive. Et ensuite, vous faites des études. Ensuite, vous pouvez aller encore au-delà, c'est-à-dire passer une thèse, c'est-à-dire un vrai sujet de recherche, comme moi j'ai fait. Et puis ensuite, eh bien, vous aurez d'une part du travail, parce qu'on a besoin aujourd'hui en France et à l'étranger d'ingénieurs, de chercheurs, etc., justement pour regarder ce qui se passe pour le virus actuellement. C'est la recherche fondamentale qui a permis de voir quelles étaient les possibilités de vaccination, de construire à partir de rien finalement un virus. C'est les mathématiques et la recherche qui permettent de faire voler les avions et les fusées, qui permettent aux rovers américains là, de se déplacer actuellement sur la planète Mars et de nous envoyer des images, le son du vent sur la planète Mars, etc. Donc, travaillez à l'école, travaillez bien à l'école, passez des diplômes et vous ferez quelque chose d'intéressant dans la vie et vous aurez du travail, ce qui n'est pas donné à tout le monde aujourd'hui, malheureusement. Voilà. Merci pour ces sages paroles. Alors, on continue sur les questions sur la géométrie fractale parce qu'il y en a beaucoup. Bonsoir, est-il envisageable d'étudier des fractales dans des repères moins intuitifs, par exemple en 4 dimensions,
ou bien dans des tores? Ah ben oui, bien évidemment, hein. Attendez, je vais revenir où j'en étais tout à l'heure. Bon, déjà, je vous rappelle quand même que j'ai montré des objets qui sont dans des espaces à plus de 2 dimensions, à plus de 3 dimensions, des espaces à 4 et 8 dimensions. Donc la réponse, elle est oui. Bon, maintenant, entre parenthèses, je peux me placer. Finalement, toutes les simulations que j'ai pu vous montrer là, et je remontre ces quelques exemples-là, tous ces calculs sont faits dans des espaces qui sont euclidiens, mais rien n'empêche de faire la même chose dans des espaces non euclidiens, et par exemple dans un espace complètement arbitraire, je dois avouer, je ne l'ai pas fait, mais ça me donne finalement des idées, des pistes de recherche pour un futur prochain. Donc la réponse, elle est oui. On n'est pas limité aux espaces que vous connaissez, par exemple le plan à 2 dimensions euclidien, mais on peut s'amuser à faire ça sur des espaces beaucoup plus tordus, et par exemple sur la sphère ou sur une hypersphère, etc. Voilà, la réponse, elle est positive, oui. Merci. Vous avez montré graphiquement comment voir qu'une suite complexe de l'ensemble de Mandelbrot est bornée, mais comment le savoir au niveau algébrique? Ah bah, malheureusement, on le sait par le calcul. Je ne suis pas sûr qu'on puisse le savoir. Si vous voulez, si je prends un point arbitraire du plan complexe, je ne suis pas sûr qu'on puisse, indépendamment de l'ensemble de Mandelbrot, savoir que la suite qu'on va définir à partir de ce point, que la suite converge ou diverge. Ce que l'on fait malheureusement, c'est qu'on fait du calcul numérique, et comme je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, ce calcul numérique, on est obligé de l'interrompre à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que quand je vois, par exemple ici, mon point rouge qui reste localisé près de l'origine, finalement, je ne sais pas ce qui se passerait si au lieu de faire une centaine d'itérations comme c'est le cas ici, j'en faisais 1 milliard ou 1000 milliards ou plus. Est-ce que par hasard, par malheur, ça ne partirait pas? Là, malheureusement, je ne suis pas sûr qu'on puisse donner une réponse théorique à cette question. Les réponses que l'on donne en général, elles sont numériques. Voilà. Est-il possible de créer une courbe de Hilbert à 4 dimensions? Ah oui, oui, ça, très certainement. Moi, je ne me suis pas amusé à le faire, mais si vous voulez, alors je ne sais pas si je l'ai écrit sur le site, là on va regarder. Si ce n'est pas fait, ça doit... Vous pourrez le retrouver peut-être sur Internet. Ah zut, excusez-moi, je suis passé devant sans le voir. Est-ce que j'ai écrit les règles ici? Non, je ne les ai pas écrites, mais enfin bon, si vous voulez, on peut définir formellement les règles qui permettent de définir les courbes de Hilbert à 2 dimensions. Et la règle, on la voit ici. Hein. On passe de cette forme-là à celle-là. Et puis on répète ensuite. Hein. Et donc, il existe pareil une règle qui permet de définir la courbe de Hilbert à 3 dimensions, que voilà. Et donc, il n'est pas inenvisageable, mais je ne me suis pas amusé à le faire, c'est peut-être pas trivial, il n'est pas inenvisageable de faire la même chose à 4 dimensions, voire à plus. Voilà. Donc je dis que la réponse est très certainement oui, mais je ne l'ai pas fait, je n'ai pas vu je n'ai pas connaissance d'exemples le montrant. Voilà. Merci. A-t-on des méthodes pour représenter des plans au-delà de la 3e dimension? Alors, je vais essayer de vous le montrer. Alors attendez, comment je pourrais faire pour vous le montrer simplement? C'est ici. Attendez, donnez-moi une petite seconde que je retrouve la chose sur mon site. J'espère que je vais le retrouver rapidement. Voilà, c'est peut-être ici. Voilà. Est-ce que ça va être là? Ah, c'est peut-être pas ici. Zut, j'ai été un peu présomptueux. Je ne sais pas comment je vais le retrouver. Ah si, excusez-moi. Je sais comment le retrouver. Je n'avais pas prévu de vous montrer ça, donc ce n'est pas forcément accessible immédiatement, mais nous allons pouvoir le voir ici. Voilà. Je vais vous montrer comment on peut procéder, hein, mais c'est pas forcément toujours trivial. On procède par des sections. Ah, c'est dommage que j'ai pas l'image. On procède par des sections. Voilà, si vous voulez, voilà un cylindre.
Alors, je vous montre un objet à 3 dimensions parce que c'est plus facile que montrer un objet à 4 dimensions, bien évidemment. Alors, cet objet, imaginons qu'on ne sache pas le représenter à 3 dimensions. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des sections à l'intérieur. Et ces sections, je vais les faire dans une dimension qui va être inférieure à la dimension de l'espace dans lequel réside mon objet. Dans le cas présent, je fais des sections bidimensionnelles. Et donc, je vais pouvoir montrer comme ça une suite de sections bidimensionnelles. Et donc, ce que l'on peut faire pour visualiser des espaces de dimension supérieure, c'est de faire des sections. Et d'ailleurs, il me vient à l'idée de vous montrer peut-être... attendez, est-ce que je ne peux pas vous montrer ça ici? Attendez, je sais où je vais pouvoir vous montrer ça peut-être. C'est d'ici. J'espère, hein, c'est sans garantie. J'espère que ça va aller assez vite. On va regarder ça ici, l'ensemble de Mandelbrot. Voilà. Alors, est-ce que ça va être bien de montrer ça? Eh bien non, c'est pas la bonne image. Bon, je ne suis pas sûr de pouvoir le faire rapidement, donc je préfère m'en tenir là, mais en cherchant sur mon site, vous trouverez toutes ces informations, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas pour visualiser des espaces de dimension supérieure à la dimension 3, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de solutions que de tricher en quelque sorte, de faire des sections, de faire des rotations dans les espaces, mais malheureusement, la leçon, elle est que l'on ne verra jamais la complexité de l'objet. Ah, peut-être, non, c'est toujours pas là. Je suis désolé. Donc, on ne verra jamais en fait l'objet dans toute sa complexité en fait de dimension supérieure à 3. Merci. Comment modéliser les 8 dimensions? Bah, je ne sais pas très bien quel est le sens de la question. En fait, physiquement, on ne peut pas, bien évidemment, puisqu'on vit dans un espace à 3 dimensions, donc on ne peut pas visualiser, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas visualiser 8 dimensions. Par contre, en mathématiques, il n'y a absolument aucun problème pour définir des espaces à 50 milliards de dimensions. Qu'est-ce que c'est que le nombre de dimensions finalement en mathématiques? On peut définir ça d'une manière assez naïve en disant que c'est le nombre de coordonnées qui sont nécessaires pour repérer un point. Alors, si je suis dans le plan, j'ai besoin de 2 nombres, c'est l'abscisse et l'ordonnée. Si je suis dans un espace à 3 dimensions, j'ai besoin de 3 nombres. Si je suis dans un espace à 4 dimensions, j'ai besoin de 4 nombres. Si je suis dans un espace à 1 milliard de dimensions, j'ai besoin d'1 milliard de nombres. Entre parenthèses, ça ne doit pas vous choquer qu'on manipule des espaces à plus de 3 dimensions. Prenez par exemple un exemple concret. Si je veux caractériser la population française, eh bien, chaque personne, chaque Français va être caractérisé par son âge, par son poids, par son code postal, par son niveau d'études, par plein de choses, si vous voulez, qui le caractérisent. Et on va rapidement se retrouver dans un espace à plus de 3 dimensions, vous voyez. Donc, ça n'a pas à choquer. Et en fait, pour définir simplement et naïvement un espace à 50 dimensions, eh bien, il suffit de définir 50 coordonnées pour chacun des points. Voilà. Merci. Donc, si un multi-univers existe, est-ce que ça prouverait que la réalité et la science sont fractales ou plus de preuves seraient-elles nécessaires? Ah oui, non, ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas parce qu'on découvrira qu'il y a effectivement un multivers que ça prouvera que l'univers, la réalité et la science sont fractales. Non, ça prouvera rien. Hein. J'ai juste fait le lien pour montrer que dans la nature, il n'était pas impossible qu'il y ait beaucoup de structures qui s'empilent les unes les autres, comme les poupées russes, mais rien ne prouve que ces structures s'en vont à l'infiniment, vers l'infiniment grand ou vers l'infiniment petit. Peut-être qu'il y a une limite. Je repense à la structure de la matière. Je montrais tout à l'heure la structure en quark et gluon d'un nucléon. Il se peut très bien que ça s'arrête là, la nature. Mais il se peut que ça continue. Donc, de voir qu'expérimentalement le multivers existe ou pas, ça ne dira rien de la notion de la nature fractale de la réalité. Voilà. Si on voulait faire de la géométrie fractale dans un espace à 16 dimensions, ce serait donc possible? Ah oui, la réponse elle est oui. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein.
Enfin, il n'y a pas de problème, sauf pour éventuellement faire les calculs, parce que c'est quand même très lourd, et puis pour ensuite représenter les résultats. Hein. Mais sur le plan théorique, il n'y a pas de problème, quoi. Et puis là, on a pris des exemples qui sont des puissances de 2. Hein. 2, 4, 8, maintenant 16. Mais on peut s'amuser à faire ça dans des espaces avec des nombres de dimensions qui ne sont pas des puissances de 2. Hein. J'ai pris des puissances de 2 tout simplement parce que, alors, en mathématiques, on parle de la droite réelle à une dimension, du plan complexe à 2 dimensions, du corps des quaternions qui est à 4 dimensions, des octonions qui sont à 8 dimensions, et qu'on ne s'intéresse pas aux dimensions intermédiaires parce qu'elles posent des problèmes. Mais on peut prendre des nombres, pour nombre de dimensions, des nombres qui sont des nombres entiers arbitraires. Hein. Voilà. Merci. Et je pense qu'il y a des petites questions qui se répètent, mais je vais quand même toutes les lire parce que je pense que chacun voudra sa question. Alors, quelle serait une définition simple de la géométrie fractale? Alors, la géométrie fractale, c'est la géométrie des objets irréguliers. Irréguliers et qui sont autosimilaires. D'ailleurs, ça me rappelle qu'il y a quelque chose que je n'ai pas montré tout à l'heure et que je vais montrer maintenant parce que c'est quand même intéressant. Donc, permettez-moi juste de revenir en arrière. Donc, on va aller là. Juste une petite seconde. Je reviens là. Je reviens ici. Et je vais là. Est-ce que ça vous donnera en fait en quelque sorte une sorte de résumé. Hein, voilà. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'était parce que je voyais qu'il était tard, mais c'est le moment de le dire en fait. Si vous voulez, la géométrie fractale, on peut dire que c'est un langage commun qui unifie en quelque sorte les probabilités, donc j'ai parlé du mouvement brownien, les itérations, c'est-à-dire répéter un certain processus beaucoup de fois, les interfaces, donc les frontières entre deux ou plusieurs milieux, et puis surtout, la géométrie fractale, elle introduit ce qu'on appelle une invariance. Vous avez peut-être appris en physique ce qu'on appelle l'invariance par translation dans l'espace, ce qui correspond à la conservation de la quantité de mouvement, l'invariance par translation dans le temps, ce qui correspond à la conservation de l'énergie, l'invariance par rotation, ce qui correspond à la conservation du mouvement cinétique, et la géométrie fractale, elle introduit une nouvelle invariance, qui est l'invariance d'échelle, c'est-à-dire que les objets que l'on regarde eh bien, sont identiques à eux-mêmes à toutes les échelles d'observation. Hein, et donc, pour résumer, un objet fractal, eh bien, c'est un objet qui va être irrégulier, qui va présenter des détails à toutes les échelles d'observation. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'on peut les définir. Merci. Je ne comprends pas pourquoi on peut dire que la structure de particules et d'antiparticules formée par les échanges de gluons entre les quarks d'un nucléon est une structure fractale, car il faut prendre en compte la dualité onde-corpuscule. Oui et non. Bon, alors je vais remontrer ça. En fait, voilà, cette image, elle correspond à ce que l'interaction forte donne comme description d'un nucléon. Dans un nucléon, il y aurait 3 quarks, ce qu'on appelle des quarks de valence, qui sont ici 1, 2 et 3, qui ne sont pas représentés en réalité là. Et en fait, le vide quantique fluctue en permanence. C'est-à-dire qu'en permanence, il y a des couples de particules et d'antiparticules qui sont créés. Et comme il y a ces 3 quarks de valence, le vide se polarise. C'est-à-dire que les quarks de valence ont tendance à attirer des couples de particules. Mais ces couples de particules, qui sont eux-mêmes faits de quarks en particulier, eh bien, polarisent le vide. Donc, il y a en quelque sorte, de nouveau une structure en poupée russe qui se met en place. Et donc, on voit apparaître une structure quasiment fractale d'un nucléon, donc d'un proton ou d'un neutron. Bon, maintenant, la dualité onde-corpuscule ne rentre pas dans ce cadre. Je ne vois pas d'ailleurs vraiment où était le problème. Si la personne qui a posé la question pouvait compléter un petit peu pour que éventuellement que je prolonge la réponse. Ça marche. Peut-être qu'elle va compléter du coup. En attendant, on peut répondre à Paul. Si on peut calculer un objet à plus de 3 dimensions, disons 8, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, ne peut-on pas afficher toutes les sections des 8 dimensions par paquet de 3 dimensions en plusieurs fois?
Non, parce que ça ne donnera jamais l'objet dans son intégralité. On peut faire des sections autant qu'on veut. Malheureusement, ça ne donnera pas l'objet entier. De la même façon que de montrer des suites de cercles, ça ne montre pas le cylindre. Hein. Ça ne reconstitue pas l'objet. Ça ne donne accès qu'à des morceaux de l'objet, mais pas à l'objet dans son intégralité, hein, malheureusement. Hein. On peut les mettre côte à côte, mais je reprends mon exemple de cylindre. Hein. Si je mets plusieurs cercles côte à côte, je n'ai pas un cylindre. Ça ne donne pas le cylindre. Donc la réponse, elle est non. Voilà. Serait-il possible de construire une approximation d'un objet fractal qu'on peut tenir en main? Ah bah oui, bien sûr. Hein, tous les objets que j'ai montrés, là, que je peux remontrer, tous ces objets-là, qui soient déterministes ou non déterministes, il n'y a aucun problème. Hein. Par exemple, l'éponge de Menger, avec une imprimante 3D, on peut en faire une qui ressemble à celle-là sans aucun problème. Hein. Alors évidemment, plus il y a de détails dans ces objets, plus ils sont riches, tout ça, plus ça peut être difficile. Hein. Voilà par exemple un objet fractal que j'ai pas montré tout à l'heure, mais bon, ça peut être difficile à faire avec une imprimante 3D parce que l'objet est pas connexe. Hein, il y a des morceaux qui sont pas raccordés aux autres. Mais a priori, oui, on peut les reproduire en dur, hein, il n'y a aucun problème. Ok, alors on a Jules qui complète sa question. Comment une onde peut-elle former une structure? Ah, bon, je vois un petit peu la question. En fait, dans la description que j'ai donnée tout à l'heure, elle a été purement particulière. Hein. Donc, je vois émerger cette structure fractale. Maintenant, si je m'intéresse aux ondes de probabilité qui sont associées aux particules, il n'est absolument pas évident que je vois réapparaître ça. Entre parenthèses, moi je ne suis pas un spécialiste de la physique fondamentale. Hein. Je présente des résultats que j'ai obtenus dans ce domaine-là en collaboration avec d'autres chercheurs, mais je ne peux pas répondre d'une manière beaucoup plus pertinente à cette problématique. Donc ma structure fractale au sujet d'un nucléon, elle vient du fait que la représentation est particulière, tout simplement. Merci. Pensez-vous qu'il sera un jour possible d'atteindre une précision suffisante pour représenter d'une façon très fiable les fractales? La réponse, elle est non, parce que, en fait, comme je l'ai montré, beaucoup des fractales visualisés là, au cours de la conférence là, sont calculés à partir des nombres réels. Parce que quand on est dans le plan complexe, on peut considérer qu'un nombre complexe, c'est un couple de nombres réels. Or, malheureusement, un nombre réel, en toute généralité, ça a une infinité de décimales. Et malheureusement, comme je l'ai montré par cet exemple de petit programme tout à l'heure, il n'est pas possible de mettre une infinité de choses dans un ordinateur. Donc, la réponse à la question, elle est non. On ne pourra pas atteindre une précision infinie, parce qu'un ordinateur, c'est une machine finie, et donc, on ne pourra pas faire des calculs à précision infinie sur les fractales. Mais malgré tout, on peut s'assurer de façon diverse et variée que la qualité des approximations que l'on donne, elle est correcte. Voilà. Merci. On a Aymen qui demande dans quelle classe prépa faut-il aller pour être potentiellement admissible à l'X. Aymen, je vais te répondre rapidement. Tu peux faire globalement toutes les classes préparatoires. Après, le nombre de places est plus important, offert est plus important au MPSI, MP, PCSI, PC. Mais globalement, dans toutes les filières, selon tes appétences, tu peux intégrer l'X, même après éventuellement une classe préparatoire TSI, même si les places sont chères. Voilà, donc n'hésite pas à aussi regarder sur notre chaîne YouTube. Nous avons fait beaucoup de vidéos à ce sujet. Donc n'hésite pas à aller aussi dans notre chaîne YouTube. Et là, on va rester un petit peu plus sur la géométrie fractale. Et du coup, ça nous emmène à une autre question. Ces représentations fractales permettront par exemple de remplacer les artistes qui font du réalisme. Ah, c'est vrai que la géométrie fractale, elle est utilisée dans le domaine de l'art et puis dans ses applications cinématographiques, etc. Mais c'est pas parce qu'on voit des paysages artificiels dans un film, par exemple Avatar, que ces paysages ont été obtenus par la géométrie fractale. Hein. C'est un outil parmi d'autres. Et c'est vrai, je l'ai pas mentionné, mais si je m'étais accordé plus de temps tout à l'heure, j'aurais pu le dire. C'est vrai que la géométrie fractale
donc, via les mathématiques et l'informatique, c'est un outil de création artistique. On peut faire, grâce à elle, des choses qui sont très belles. Donc, ça permet effectivement de générer d'une manière dynamique des paysages, par exemple au niveau cinématographique, mais aussi dans le domaine du jeu, bien évidemment. Mais ça vient en complément, parce que on peut très bien, dans un film, par exemple, vouloir comme paysage, un paysage réel qui existe réellement et dont on a les coordonnées topographiques fournies par exemple par l'Institut géographique national. Donc là, on n'a pas besoin de la géométrie fractale. Mais lorsqu'on ne dispose d'aucun élément naturel, eh bien, c'est une possibilité. Donc la réponse, elle est oui, c'est un outil de création à la fois artistique et puis industrielle. Voilà. Merci. Est-ce qu'un carré, un triangle a une définition fractale? Non. Non, c'est des objets tout à fait euclidiens. Non, il n'y a pas non, je vais répondre non pour simplifier, voilà. Merci. Est-ce que l'on peut dire, ça se regroupe. Est-ce que l'on peut dire que la géométrie traditionnelle sur une droite plane ou dans l'espace est une géométrie fractale particulière avec une dimension entière? Non, pas nécessairement, parce que je vous ai montré des objets fractales tout à l'heure dont la dimension était entière et qui malgré tout étaient infiniment compliquées. Je pense à la courbe de Peano, à 2D et 3D. Donc, il faut faire attention à ces avancées-là. Donc, je réponds non. Alors Nathan, bon, peut-être que la question vient un peu tard. Dans la formule logarithme de n sur logarithme de h, que signifie n et h? Je n'ai pas vraiment compris. D'accord, alors je vais le remontrer. C'est pas difficile. De toute façon, tout ce que je vous ai raconté, là, c'est sur mon site, donc vous pourrez à loisir aller le retrouver. Voilà. Donc c'est écrit ici. Attends, il faudrait qu'on voit ça. N, c'est le nombre de copies. Par exemple, pour ce qui est d'un cube, c'est le nombre de petits cubes qu'il y a dans le grand cube. Donc c'est le nombre de copies. H, c'est ce qu'on appelle le rapport d'homothétie en mathématiques. C'est donc la constante par laquelle il faut multiplier les dimensions, les longueurs, pour passer d'une version à l'autre. Et par exemple, ici, pour passer du petit cube qui apparaît en surluminosité ici au grand cube, eh bien, il faut que je multiplie les longueurs par 5. Donc H, c'est le rapport d'homothétie. Voilà. Et dans le cas présent, et c'est pour ça que j'ai mis ces exemples numériques ici, dans le cas présent, ça vaut 5. Voilà. Alors encore une question sur l'art qui se rapproche de la première. Bonsoir, les fractales que vous nous avez montrées sont très esthétiques. Peut-on dire qu'il y a une forme de beauté dans celles-ci et donc les voir sous un aspect artistique? Bah écoutez, c'est pas à moi de répondre à la question, c'est à vous qui les regardez. Voilà, il y avait ici un chapitre qu'on n'a pas visualisé tout à l'heure, c'est les fractales et l'art, dans lequel je montrais quelques images que j'ai fait vraiment pour le plaisir de les faire. Je vous en montre comme ça 2-3 exemples. Mais c'est pas moi qui vais vous dire qu'elles sont belles ou pas. C'est vous qui allez les aimer ou ne pas les aimer, et qui les considérerez comme des œuvres d'art ou comme des trucs à mettre à la poubelle. Ça, c'est pas à moi de juger ces choses-là. Donc, je vous en montre comme ça quelques exemples, vraiment pris au hasard. Sur mon site, il y en a plusieurs milliers comme ça. Donc, si ça vous amuse, vous pourrez aller voir. Mais c'est pas à moi de répondre à cette question, en tout cas. Voilà. Alors, une dernière question, sûrement de Fanny, qui n'a pas dû assister à vos précédentes conférences, puisqu'elle demande quel était le sujet de votre thèse et qu'est-ce que vous cherchez maintenant? Ah oui, ma thèse, elle était plutôt informatique. Moi, j'ai passé ma thèse il y a très très longtemps et j'ai essayé de montrer. C'était pas une thèse en mathématiques, c'était une thèse en informatique. J'ai essayé de montrer que l'ordinateur allait devenir dans les décennies à venir. Donc on était dans les années 70. Et la thèse était destinée à montrer qu'on allait venir dans les décennies à venir à des ordinateurs qui nous aideraient dans le domaine de la communication. Et pour ce faire, j'avais réalisé à l'époque en particulier des outils qui n'existaient pas à l'époque pour, par exemple,
faire du traitement de texte, faire du dessin, faire des choses comme ça, dialoguer en français naturel avec un ordinateur. Donc c'était ça l'objet de ma thèse, si vous voulez, c'était de montrer qu'un jour l'ordinateur, ça serait un outil d'aide à la communication, ce qui n'était pas le cas du tout dans les années 1970. Bon, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui m'intéresse? Eh bien, d'une part, c'est la visualisation des mathématiques et de la physique, c'est-à-dire mettre à disposition des outils qui permettent de représenter des concepts abstraits ou des concepts concrets mais qui sont difficiles à visualiser, comme on a parlé des particules élémentaires tout à l'heure. Et puis aussi, c'est d'améliorer la qualité justement des calculs que l'on fait sur un ordinateur. Donc comment garantir mathématiquement et informatiquement que les calculs que l'on fait sont j'allais pas dire de qualité parfaite, parce que en général, ça n'est pas possible, mais en tout cas de meilleure qualité. Donc voilà, c'est de représenter les mathématiques et puis d'améliorer la qualité finalement la qualité des ordinateurs, tout simplement. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. C'était donc la dernière question. On a eu 216 spectateurs sur tout le long de la, conférence. Et on a eu beaucoup de lycéens. Donc, bravo. Il y avait à peu près 25% de secondes. Bravo à vous. C'est quand même pas un sujet si facile que ça. Merci à tous d'être venus, d'être restés pour toutes vos questions. C'était vraiment une chouette conférence. Et le replay sera disponible sur YouTube, normalement d'ici demain. Voilà, je vous souhaite à tous une très, très bonne soirée. Et merci beaucoup, Monsieur Colonna. Moi, je vous remercie.